Bonjour à tous, alors la caméra est là, si jamais c'est un peu spécial. Merci d'être venu pour écouter Julie Hermès, professeure en anthropologie à l'Université de Louvain, que je suis très heureux d'accueillir ici. Je ne sais pas si tu as déjà été sur Twitch, mais je ne crois pas. Non, pas du tout, c'est une première pour moi. C'est une première. Donc là, tu vois par exemple, donc tu as le chat ici, ça c'est ce que eux voient. Et nous, on a le chat ici. Et Jamie Black, c'est donc ma modératrice, la personne. Il y a toujours la musique de l'écran d'attente. Ah. Et ben, on éteint. Voilà, tu vois, la modératrice qui est donc très à l'affût et qui me permet de ne pas avoir tout à gérer en même temps. Donc par exemple, si on a des gens qui viennent nous embêter sur le chat, ce qui peut arriver, et ben elle les dégage. Okay. C'est un peu la police. Donc, je ne sais pas si cette ou ces personnes sont déjà là, mais on accueille aussi donc des ingénieurs agricoles, si je ne me trompe pas, ardéchois. Alors, ils sont 2 derrière un seul compte, mais je ne sais pas si les 2 sont là. Si vous êtes là, je vous laisse vous signaler dans le chat. Et voilà. On va commencer doucement. Donc, avant toute chose, j'ai mes notes ici. Je vais continuer à prendre des notes. Ouais. Je précise que, bien sûr, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je ne suis pas du tout spécialiste des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Il va y avoir des approximations et le but, c'est qu'on me corrige. Donc, il ne faut pas du tout hésiter. Ça peut être intéressant d'ailleurs de questionner ça. Mais je le précise en amont. Donc justement, là, on voit Maremlo07. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous les 2 derrière ce compte aujourd'hui, mais c'est notamment cette personne qui est ingénieure agronome. Ok. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, parce que tu n'as pas toujours travaillé sur l'agriculture, sur la transition écologique, tu n'as pas toujours travaillé sur ça. Tu me donnes combien de temps? Parce que je peux faire en version longue et je peux faire en version courte. C'est toi qui vois. De toute façon, on est là pour 2 heures environ. C'est ça qu'on avait dit, je crois. 1h30. Ouais, 1h30. Moi, j'ai noté. Si ça s'étale un peu. 1h30, 2 heures, on verra. Ouais. Du coup, je vais peut-être, comme les ingénieurs agronomes qui sont là, me présenter par distinction, dire pourquoi est-ce qu'une anthropologue travaille sur les questions agricoles. Je peux aussi venir là-dessus. Et puis après, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Il fait chaud dans cette pièce. Il fait chaud. Mais c'est toujours le stream, on a toujours chaud. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'un anthropologue s'intéresse aux questions agricoles? On peut se poser cette question-là. Eh bien, tout simplement parce que qui est aux manettes de nos agricultures? Ce sont des agriculteurs, essentiellement. Qui consomment, ce sont les consommateurs. Et donc, c'est vraiment revenir au cœur d'une pratique qui est sous-jacente à notre être vivant, des êtres vivants que nous sommes, qui avons besoin de nous nourrir et qui nous produisent cette nourriture. Si nous ne sommes pas tous en autosuffisance, c'est bien des gens qui travaillent au jour le jour parfois et parfois nuit, ça dépend des périodes, mais en tout cas énormément pour produire la nourriture que nous consommons, à la fois bien sûr en Europe, sur le territoire européen, mais aussi un peu partout parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on ne consomme pas que ce qui est produit dans le terroir. Alors, ta question était de me tendre la perche sur un peu, j'ai effectivement pas toujours travaillé sur les transitions agricoles, en effet, mais par contre, je travaille depuis longtemps dans des milieux agricoles, dans les milieux paysans. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle, ce qui est un peu les prémices dans une carrière académique. Une carrière académique, c'est un doctorat, d'abord avant d'être post-doctorat, mais un doctorat. Et mon doctorat, je l'ai réalisé à partir de recherches de terrain au Guatemala. Pays dans lequel j'ai résidé pendant près de 2 ans et demi et dans lequel j'ai travaillé sur les questions de catastrophes socio-naturelles. Donc, quand je dis socio-naturelles, c'est vraiment l'idée de revenir, de mettre en réflexion le fait que des événements météorologiques, comme un cyclone, ce qui était le cas sur le terrain dans lequel j'ai travaillé, un cyclone ou un tremblement de terre, etc., en soi sont des menaces pour les populations humaines, entre autres, et leur environnement, mais deviennent catastrophes quand il y a une rencontre entre ces menaces et des risques, entre ce risque, cette menace, et certaines formes de vulnérabilité.
vulnérabilités qui peuvent se décliner à plusieurs niveaux. Et notamment au Guatemala, ça se décline par des questions dans la zone dans laquelle j'ai travaillé, donc il y a l'altiplano Maya-Man, qui est une région qui se situe au nord du Guatemala, la frontière, la frontière, dans une région frontalière avec le Mexique. Vulnérabilité provoquée par des glissements de terrain suite à des problèmes de déforestation parce que nécessité de produire davantage, de production agricole davantage parce que les terrains cultivables ont été rétrécis, mais ça je peux revenir, mais suite à des accaparements de terres historiques dans le pays. Et vulnérabilité provoquée sur un terrain une terre extrêmement friable parce que ce sont des terres volcaniques. J'ai parlé de déforestation, d'agriculture, j'ai parlé de terre, de l'érosion de la terre. Et voilà, et donc comment essayer de comprendre comment cet événement qu'était l'ouragan Stan a pu provoquer pas seulement des fortes pluies et des grands vents, mais aussi des glissements de terrain, des inondations, etc. Et donc il y a un volet dans ce travail doctoral que j'ai fait qui est plutôt d'écologie politique, c'est comme ça que j'aime le définir, donc il y a une réflexion sur comment s'articule le être présent dans le milieu vivant et la construction de nos environnements, mais aussi qui peuvent devenir des environnements menaçants ou risqués. Et puis un volet plus qu'on appelle l'anthropologie symbolique, c'est-à-dire comment est-ce que les populations avec lesquelles je travaillais sont en relation avec leur environnement, que ce soit la pluie, que ce soit les montagnes, les volcans, etc. autour, et en fonction des appartenances religieuses, des croyances, soit des personnes qui sont converties à une église évangélique pentecôtiste ou dans un berceau, ou plutôt tenant de la tradition maya, sachant que c'est une région, un berceau culturel chamanique. Voilà. Donc ça, c'est ma trajectoire dès le démarrage. Et puis ensuite, après ce travail doctoral, où j'ai plutôt été focus donc, sur les questions de vulnérabilité, des risques dans les milieux paysans. J'ai travaillé à Cuba et puis aussi aux Philippines, dans des milieux agricoles également, petite paysannerie plutôt, et la fragilité que ces milieux rencontraient par des phénomènes hydrométéorologiques importants et récurrents et qui s'exacerbent avec des changements climatiques et la résilience que ces milieux agricoles peuvent mettre en œuvre pour pouvoir pas perdre toute leur culture, etc. Et puis ce qui m'a emmené depuis une petite dizaine d'années, l'envie de reterritorialiser les questions de recherche plutôt sur les questions agricoles ici en Europe. Voilà, je fais un grand saut, je pourrais revenir plus. Oui, tu es parti, entre guillemets, tu es parti du loin pour arriver au proche. Ouais. Chemin, je ne sais pas si c'est très classique, vu que depuis que je suis ici, on voit beaucoup les élèves, pour expliquer, les élèves ont souvent d'abord des premières approches du proche, logique, pour des questions sur le terrain, pour des questions logiques, notamment là je donne un cours grâce à toi, avec des gens qui ont 8 heures de travail de terrain à faire. J'en profite pour leur expliquer toujours un peu comment ça fonctionne. Et donc, voilà, toi, tu as fait ce chemin donc, du loin au proche. Et ce passage du loin au proche, avant qu'on aille vraiment sur le sujet agricole, est-ce que, sans doute que oui, mais quel changement de position, de posture ça a impliqué en toi? Quelle évolution ça a pu impliquer pour toi? À plein d'endroits, à plein de niveaux. Je dirais que la trajectoire de passer du lointain au proche, elle n'a pas été préméditée, hein, c'est quelque chose qui s'est vécu. C'est aussi quelque chose qui s'est conjugué avec différents éléments de ma vie, pas seulement de recherche, mais aussi sur le plan personnel. J'avais des jeunes enfants et donc continuer à pratiquer des terrains lointains devenu assez sportif. Pour certains terrains, pour de longues durées, de 3 mois, j'ai la chance d'avoir avec mon compagnon, qui lui était désiré aussi très proche de l'anthropologie, même s'il n'est pas anthropologue, mais prenait congés parentaux, donc c'était une occasion d'être avec nos enfants et de m'accompagner dans la recherche. Mais après, je retournais sur ces terrains seul. Je travaillais sur des questions écologiques, de transition écologique, et je faisais des kilomètres pour parcourir le globe, et moi, il y avait une certaine dissonance qui s'est petit à petit mise en place. On me disait, voilà, ça ne fait pas tellement sens, hein, je brûle du carbone clairement.
Faire des terrains de plus de 3 semaines, c'était compliqué familialement. Or, pour aller dans ces contrées-là, c'était des grands déplacements. Et puis, je me rendais compte au fait qu'il y avait au niveau de ma démarche quelque chose qui était, je travaillais sur les questions très ancrées, question de terre, ces questions agricoles, mais que finalement, j'ai vu cette perspective que j'avais de faire des séjours de recherche dans ces terrains lointains, mais mon ancrage je ressentais un ancrage territorial chez moi, pas très fort, et je connaissais mal les questions agricoles ici. Et donc c'est comme ça que c'est mis en place. Et puis au hasard, un peu de rencontres, parce que c'est en allant visiter des terrains à la périphérie de Bruxelles, qui étaient essentiellement cultivés par... donc je ne parle pas de professionnels à ce stade-ci, même si aujourd'hui je continue à travailler sur des personnes qui sont professionnelles de l'agriculture, des terrains qui étaient occupés par des personnes d'origine qui ont un parcours migratoire important et qui pratiquaient l'agriculture parce qu'ils venaient eux-mêmes de régions agricoles et que ça permettait d'arrondir les fins de mois, etc., etc. Donc en fait, c'est au contact un peu de hasard de ces rencontres-là que je me suis intéressée à la petite agriculture dans la périphérie des villes d'abord. D'accord. Des gens qui se lancent dans l'agriculture. Donc là, je quitte les personnes qui sont en parcours migratoire et qui cultivent pour eux, mais donc à titre professionnel, des gens qui vont se lancer, qui ne sont pas issus du milieu agricole, ce qu'on appelle les nimaculteurs, et qui sont souvent au point de l'innovation en ce qui concerne les alternatives de production agricole. Et puis maintenant, je continue à travailler un peu avec ce qu'on appelle des nimaculteurs, mais je suis aussi, mon focus est plus sur les conventionnels, donc les agriculteurs qui sont engagés de l'agriculture depuis leur tendre enfance, souvent parce que c'est des personnes qui sont issues du milieu agricole et qui donc héritent bien souvent de terres, s'il y en a, ou de baux à ferme, et d'infrastructures, mais aussi de toutes des pratiques en fait, agricoles. Alors, je te cache pas qu'au début, pour des questions logistiques, on va sans doute un peu pas faire des sauts, mais les sauts, j'ai essayé de les calculer. Donc juste avant que je pose des questions à Marmelo, donc dans le chat, déjà je vais demander à tout le monde de te féliciter, parce que si on revient dans ton actualité la plus proche, tu as reçu un prix, le prix Beauchot. Alors, ils font un petit temps avant qu'ils félicitent. C'est tout un projet qui est lié. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quel est ce prix? Qu'est-ce que c'est que le prix Beauchot et aussi quel est le projet? Donc j'ai noté Ecological Transition in Agriculture, Study of the Dynamic of Support and Rejection among Farmers in Walloon Region. Est-ce que tu peux expliquer donc le prix et le projet? Oui. Alors le prix Beauchot est un prix qui est décerné par... c'est une fondation, en fait, qui a été initiée par Pierre et Colette Beauchot, qui est un couple aujourd'hui décédé, et qui a longtemps séjourné en Afrique et qui se sont donnés pour mission de pouvoir soutenir la recherche, notamment contre le sida, pour lutter contre le sida, entre autres. Et donc, ils ont depuis, je pense, une quinzaine d'années, à vérifier, mais de manière annuelle, octroyé des prix, essentiellement dans le secteur de la médecine. Et puis, ça fait quelques années qu'ils ont aussi associé des prix pour les questions agricoles et les questions de transition énergétique. Et il se fait que cette année-ci, donc notre université, donc l'Université catholique de Louvain, fête ses 600 ans. Et dans cette année-ci, ils ont octroyé des prix plus importants et pour 2 secteurs, dans le secteur médical et dans le secteur de l'agriculture. Et il se fait que j'ai posté pour le prix dans la recherche agricole et voilà que j'ai remporté ce prix, que j'ai pu aller effectivement monter sur le podium la semaine passée. Et prix me permet d'aujourd'hui d'agrandir mon équipe avec des personnes qui vont travailler, avec qui je vais pouvoir travailler sur ces questions. Donc, dont le titre, je ne l'ai plus en tête exactement. Mais le titre, mais c'est l'idée de travailler. Non, tu n'as pas donné le titre, je vais essayer de retrouver les mots-clés, mais l'idée, c'est vraiment de travailler avec donc toujours des agriculteurs conventionnels et essayer de comprendre aujourd'hui, alors que
les pouvoirs publics nationaux, mais aussi au niveau de l'Europe, etc. On parle d'écologisation de l'agriculture, il y a certaines politiques qui essayent de soutenir, mais bon, c'est pas très cohérent avec la politique agricole commune, l'écologisation de l'agriculture, mais néanmoins, on se rend compte qu'en fait, sur le terrain, eh bien, deux phénomènes sont importants. D'une part, c'est que cette écologisation, elle n'est pas du tout si évidente que ça. Et donc, beaucoup rejettent, voire certains vont abandonner l'agriculture. Donc, on connaît aujourd'hui des problèmes au niveau de la transition écologique de nos agricultures, mais on connaît aussi des problèmes de transmission de fermes, d'exploitation agricole, en fait. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît partout en Europe et dans la plupart des pays occidentalisés. C'est un élément dont on va, je pense, venir tout de suite dessus. Enfin, au moins, tu as parlé de la politique agricole commune, on va venir dessus à ce moment-là. Et notamment sur la question de la transmission, moi, en te lisant, c'est quand même quelque chose que j'ai vu régulièrement, revenir, cette question à la fois de nouveaux agriculteurs, mais qui vient donc des limaculteurs, qui n'ont pas l'air d'être non plus tant que ça, et qui viennent quand même un peu face aux problèmes qui existent de manque de transmission. Comme j'ai dit, Marmelot vient d'Ardèche, en Ardèche, donc avec beaucoup de gens qui veulent finalement un peu sortir de ce qui est... J'en viens, donc j'ai le droit de le dire, de ce qui est un trou, et qui est d'une agriculture qui offre finalement peut-être qui ne fait pas rêver beaucoup de personnes qui héritent, de fils d'agriculteurs qui ne rêvent plus de reprendre l'exploitation familiale et qui aspirent à autre chose. Mais du coup, on va partir tout de suite sur la PAC, travail qui vous a concerné, donc toi et Marmelot. Première chose, Marmelot, est-ce que tu peux me confirmer que ton projet actuel concerne bien la PAC ? Et sinon, est-ce que tu peux me décrire tes projets actuels généralement ? C'est un projet qui, moi, m'a personnellement intéressé parce que je connais la personne et je crois que c'est un projet qui touche les politiques locales. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça dans le chat ? Et pendant ce temps-là, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la PAC ? Parce que je pense que sur les 5 personnes qui sont actuellement dans le chat, il y en a peut-être plus, j'ai des bugs parfois au niveau des compteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la PAC ? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc c'est moi ou c'est Marlo qui va Alors faire ? Marlo, je voudrais qu'elle nous explique. Elle ne va pas intervenir par micro en fait, elle intervient que dans le chat. Non, c'est parce que c'est des réglages en plus que je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre à faire. Donc si elle peut juste expliquer dans le chat, elle peut envoyer plusieurs messages et je les lirai. Je les lirai à voix haute. Et de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la PAC et expliquer au chat ce qu'est la PAC ? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas historienne sur les questions agricoles, je ne suis pas non plus ingénieur agronome, donc je vais le faire depuis mon prisme, mais de manière, avec quelques traits. Donc, la PAC, c'est donc la politique agricole commune, une politique de laquelle s'est dotée l'Europe, sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée, en fait, il faut que la population européenne puisse se nourrir de manière satisfaisante. Belle intention, tout à fait louable. Il se fait que dans les évolutions de la PAC, il y a différentes PAC. La PAC est votée, si je ne me trompe pas, c'est tous les 5 ans. Elle est revisitée, c'est-à-dire quels sont les enjeux. C'est vraiment le deuxième pilier deuxième ou troisième, maintenant j'ai un doute, mais spontanément je dirais le deuxième, qui concentre les budgets européens. Donc très important budget, et qui vise à soutenir la production agricole en Europe. Et donc les agriculteurs in fine. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans la logique actuelle de la PAC, vu l'idée c'était de viser l'importance des rendements au niveau européen, eh bien ça a été de subsidier. Aujourd'hui, les calculs de subsides sont pour calculer à l'hectare. Et donc par exemple, autant d'hectares, autant de subsides de la PAC, etc. Ou au nombre de bétail, etc. etc. Ce qui fait que ça a incité les agriculteurs et aujourd'hui aussi avec le prix sur le marché très bas des produits agricoles non transformés, eh bien ça a incité les agriculteurs à produire sur des plus grandes surfaces. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit donc parallèlement au phénomène
de transmission compliquée de fermes, on voit qu'aujourd'hui, les fermes, leur nombre diminue, mais le nombre d'exploitations diminue, mais les tailles des fermes augmentent. Et donc, les exploitations de moins de 20 hectares, par exemple, elles ont beaucoup moins diminué. C'est des petites exploitations qui sortent du paysage pour finalement agrandir et agrandir les exploitations. Et donc, on se retrouve avec des agricultures qui sont ce qu'on peut appeler l'agriculture de firme, c'est-à-dire une agriculture qui ne peut être mise en place et soutenue que par des grandes infrastructures, des grands tracteurs, la grande machinisation en fait. Et plus on a des terres, mieux on est subsidié. Et en fait, quand on pratique des petites agricultures notamment, ce dont quoi les limaculteurs se lancent beaucoup parce que ça demande peu d'outillage important, entre autres, et peu de terre, c'est le maraîchage. Et bien, si on travaille sur des petites surfaces, mais en fait, on obtiendra très peu de subsides. Donc, le soutien à des petites agricultures alternatives, plutôt de niche, en fait, sortent du paysage de la PAC. Donc, la PAC, clairement, a fait un choix et qui, aujourd'hui, s'est confirmé comme étant contradictoire, notamment avec des stratégies comme la stratégie Farm to Fork, ou de la ferme à la fourchette, en français, qui fait partie du Green Deal européen, où l'idée est de soutenir justement l'écologisation de l'agriculture. Or, cette stratégie de la Farm to Fork, en fait, elle se retrouve en porte-à-faux avec ce que la PAC continue de subsidier, c'est-à-dire une agriculture largement subsidiée, des grandes exploitations pour de grandes rentrées. Je ne veux pas dire non plus par là qu'il n'est pas important d'avoir du rendement. La question, c'est est-ce qu'on veut effectivement soutenir une agriculture de masse et contrairement à soutenir une masse d'agriculteurs, c'est-à-dire de nombreux agriculteurs, ou plutôt une agriculture qui du coup va extrêmement se spécialiser. Parce que si on est dans des grandes cultures, on va se retrouver dans des exploitations souvent de monoculture et du coup qui recourent à beaucoup d'intrants chimiques notamment et qui fragilisent en partie des sols. Et on peut se retrouver dans des situations comme on a eu aujourd'hui dans le démarrage de la guerre en Ukraine, notamment avec ces grandes inquiétudes de notre grenier à grains qu'est l'Ukraine, soudainement ça a été remis en question parce que l'Ukraine produit énormément de céréales dont nous avons besoin. Ou encore lors de la Covid en Belgique, on produit énormément de pommes de terre. Et bien l'écoulement des pommes de terre qui se fait bien au-delà de la Belgique, notamment dans le pays producteur dont la pomme de terre est d'origine, le Pérou, eh bien on va retrouver au Pérou des frites surgelées belges. Donc voilà, c'est toutes les contradictions. Et donc en Covid, on avait des montagnes de pommes de terre qui ne s'écoulaient pas parce que les marchés étaient... les productions ne pouvaient plus s'écouler de la même manière. Mon souvenir, moi, et juste avant que je reprenne le message de Marmelot, mon souvenir, tu parlais de la guerre en Ukraine, c'est la moutarde. Où moi j'ai eu une interrogation, donc à ce moment-là j'étudiais à Lyon, pas si loin de Dijon quand même, et une inquiétude et un vide des magasins sur la moutarde. Et je n'ai jamais compris. J'ai un minimum compris, mais c'était pour moi d'une stupidité cette situation d'être à 30 minutes, 1 heure de Dijon, et de ne plus avoir de moutarde à cause de la guerre en Ukraine, justement. Je ne sais pas exactement comment ça se fait, je ne sais pas comment est fait la moutarde, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est produit en Ukraine qui nous permet d'avoir la moutarde, mais c'est vraiment le souvenir. Alors, Marmelot donc, nous dit, dans ce contexte, je suis amené à avoir une approche globale en prenant en compte la PAC, qui est effectivement un élément important dans les exploitations agricoles, surtout les territoires dits défavorisés comme la montagne. Oui, toi, alors j'ai vu que, je ne sais pas si tu as beaucoup travaillé alors tu as travaillé en montagne, oui, mais est-ce que tu as travaillé avec des agriculteurs en montagne? J'ai beaucoup lu sur ce que tu as fait autour de Bruxelles, forcément, mais effectivement, j'ai l'impression que cette PAC, comme tu l'établis, comme tu nous le dis, c'est beaucoup lié finalement tu le dis, c'est plus... Ça rémunère plus l'agriculture que les agriculteurs, entre guillemets. Et notamment les grandes firmes. Certains agriculteurs aussi, les grands agriculteurs, mais à un endroit comme en Ardèche, je me demande en fait comment ça se passe pour eux, dans le sens où
ils n'ont pas l'espace pour faire des grandes exploitations. Non, alors peut-être que Marlot pourra préciser, mais il y a aussi un des piliers de la PAC qui est de soutenir notamment la ruralité, en fait, les zones rurales qui sont effectivement plus défavorisées, parce que j'aime bien ces guillemets qui ont été mis, défavorisées sur le plan... il y a eu un premier message qui, je ne sais pas pourquoi, ne s'est pas mis. Peut-être que ça précise. Actuellement, le projet vise à développer l'agriculture et principalement l'élevage herbager sur la montagne ardéchoise, dans un contexte de changement climatique, de prise agricole, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, de prise agricole et conjoncture économique compliquée. Elle accompagne donc les agriculteurs sur des aspects techniques pour valoriser au mieux leurs ressources, avoir des systèmes résilients face au changement climatique, développer les filières de haute qualité sur le territoire pour développer l'activité économique dont l'agriculture est le premier pilier. Donc on est sur encore une fois, parce que de ce que j'ai compris, c'est quand même au centre de tes recherches, la question du changement climatique, la question écologique, j'ai l'impression qu'elle est très présente. Et pour connaître certains de tes doctorants, j'ai l'impression qu'elle est au centre aussi des recherches de déprise agricole. Qu'est-ce que la déprise agricole? Le sais-tu? Moi, je ne sais pas. Effectivement, c'est ce second pilier pour le développement rural qui est la première ressource financière des agriculteurs. ICHN, indemnisation compensatoire au handicap naturel. C'est rigolo parce que là, pour l'essentiel du chat, on est dans un monde complètement différent de ce qu'on connaît d'habitude. Vu que d'habitude, c'est très pop culture, etc. J'avoue que là, je suis un peu perdu. Donc on va, je pense, repartir sur l'écologie, sur la transition, histoire de se centrer quelque part. Je sais que, pour en avoir discuté avec Marlot, la déprise agricole et la diminution du nombre d'agriculteurs sur un territoire. Et Jamie qui nous dit qu'elle n'a rien compris à ce qu'elle a posté. Ça me rassure un peu. C'est notamment, pour en avoir discuté avec Marlot, elle parle beaucoup de glocal, elle. D'un monde, d'un travail dans le glocal, entre donc la PAC qui est plutôt le globalisé et le local. Avec le livre des maraîchers à Bruxelles, qu'on présentera un peu plus tout à l'heure, parce que le contexte, pour la plupart des personnes qui sont ici, est inconnu. Le contexte d'Anderlecht, ça ne dit rien aux personnes du chat. Mais j'ai l'impression que toi, du coup, tu te situes moins dans le local que vraiment, avec ce livre en tout cas, dans le local. Est-ce que je me trompe ou pas? Donc les maraîchers dans la ville, oui. Que je me situe plus au local ou au niveau global? Au local, plus encore qu'au glocal, j'ai l'impression. Oui, alors oui et non. Donc effectivement, c'est un ouvrage où je tire des portraits de 10 nimaculteurs, des personnes qui se sont lancées parce qu'ils ont réalisé leur phase ce qu'on appelle d'installation en agriculture. Et donc c'est une échelle micro-locale, on est dans la périphérie bruxelloise, dans et autour de Bruxelles, sur des petits terrains, des maraîchers essentiellement. Mais cette question touche les questions plus généralement de ce qu'on appelle les ceintures alimentaires des villes. Donc, où ça touche une question sur qu'est-ce qu'on veut, deux questions je vois. D'une part, comment est-ce qu'on veut aménager, c'est quoi le développement urbain? C'est-à-dire, comme on sait que la plupart des villes ont une pression immobilière, le coût de l'immobilier étant tel, est-ce qu'on va préserver certains terrains à la lisière des villes pour l'agriculture? Voilà, cette question-là se pose. Et la deuxième question qui se pose, c'est, et en fait, dans un monde où on sait que l'alimentation est extrêmement carbonisée, c'est-à-dire que notre nourriture fait de nombreux kilomètres avant d'arriver à notre assiette, c'est pas des milliers de kilomètres, eh bien, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de reterritorialiser, relocaliser notre agriculture plus près de chez nous? Voilà, c'est un deuxième enjeu. Et un troisième, c'est... troisième, c'est comment est-ce que... Un troisième qui va faire la jonction entre les deux, comment est-ce que les personnes qui se lancent dans l'agriculture, comme des animaculteurs qui sont souvent habités d'une idéologie très forte sur les circuits alimentaires, la production alimentaire, vont endosser cette responsabilité de nourrir les villes
à la lisière des villes, mais avec cette problématique des difficultés d'acquérir en fait des terres, enfin, au-delà de les acquérir, parce qu'aujourd'hui acquérir, on est plutôt de... Enfin voilà, c'est extrêmement cher les terres à Bruxelles et en Belgique notamment. Mais voilà, même être sur des formats de bail, des formats d'achat commun via terre en vue, des choses comme ça, d'achat alternatifs de terre, qui reste un bien commun en fait. Voilà, c'est un enjeu qui est jusque-là. C'est déjà un premier enjeu et une première différence entre vos deux terrains de travail, j'ai l'impression, parce que toi, tu es vraiment sur des personnes qui vont qui vont devoir acheter, comme tu as dit, un terrain. Ouais, souvent, ils n'achètent pas un toit loué, parce que en tout cas en Belgique, 60% des exploitants ne sont pas les propriétaires. La plupart des agriculteurs, la majorité, ils ont souvent différentes... ils articulent une petite propriété, certains bails à ferme, etc. Mais la plupart sont des exploitants et ils sont même pas propriétaires des titres fonciers, des terres sur lesquelles ils travaillent. Mais ce qui est à la jonction, si je peux me permettre de faire un lien avec la question de la déprise, je trouve ça important, la déprise agricole, donc définie par Marmot comme la diminution du nombre d'agriculture sur un territoire. En fait, aujourd'hui, au niveau européen, on dit que pour un agriculteur de moins de 35 ans, il y en a 6 de plus de 55 ans. Donc, ça veut dire que la relève ne va pas être du tout assurée. Et donc, quand certains parlent des méculteurs, oui, mais il y a des nouveaux entrants dans le métier, etc. Ces gens-là ne compensent pas du tout. Et puis, souvent aussi, s'il y a une phase où ils vont s'installer, ils vont tester le métier, c'est pas parce qu'on rentre dans le métier qu'ils vont y rester pour autant. Donc, la question de la pérennisation est très, très importante. Alors, je précise que, bien sûr, tous les gens qui sont dans le chat, vous pouvez poser des questions, parce que je ne veux pas qu'il y ait de personnes qui se privent. Mais Marmelo répond, pour beaucoup de raisons, il est important de reterritorialiser l'agriculture. Je vous rejoins complètement. La difficulté est l'impact de la mondialisation qui propose aux consommateurs des produits peu chers. Il y a tout un travail de reconnecter la production et la consommation qui permettra d'aller vers la reterritorialisation. J'arrive pas du tout. Effectivement, mais est-ce qu'on peut, dans le cas, donc pour présenter, on va commencer par ça. Donc le travail a été fait essentiellement à Anderlecht, c'est ça? Donc celui avec l'animaculteur, tout à fait. Après, j'ai suivi, alors pendant tout un temps, ce livre-là a été réalisé et j'ai pendant 3 années ensuite essayé de suivre la pratique de ces gens-là. D'accord. Après. Donc voir ils sont sortis de... Alors il n'y en a que 3 sur les 10 qui continuent dans l'agriculture, dont un est salarié, donc il n'est plus indépendant, agriculteur indépendant, mais salarié pour un CPAS, donc un centre d'action sociale. Et donc, c'est se dire, il y en a 7 qui ont complètement abandonné. Soit parce qu'ils ne trouvaient pas de terre pour mener leur pratique agricole, parce qu'ils étaient en phase d'installation sur des espaces tests agricoles. Donc, ça, c'est assez particulier. C'est-à-dire que c'est des espaces qui leur étaient laissés gratuitement pour tester la phase d'installation. Et ensuite, ils devaient trouver des terres et se réinstaller d'une certaine façon, recréer un circuit de consommateurs, recréer un business plan, voilà, tout était à recréer. Et donc, il n'y en a vraiment que 3 qui s'étaient relancés. Et alors aujourd'hui, j'ai dit 3, mais aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. D'accord. Voilà. Oui, donc on voit 2 sur 10, effectivement, on voit la difficulté quand même de se lancer dans ce métier. Étant plus intéressé par l'aspect consommation que production dans ma vie de tous les jours, je me suis intéressé un petit peu à la restauration et on dirait finalement se lancer dans une aventure de restaurateur, sauf que pour des restaurateurs c'est pas très inquiétant et pas très grave, ça le semble beaucoup plus. Je pense que pour les restaurateurs il y a aussi tous des achats pour le coût d'entrée est conséquent aussi, pour les agriculteurs également. Alors la phase d'installation, c'est ça, s'installer et tester une activité, en général on dit que c'est entre 3 et 5 ans. Et qu'après la pérennisation, en fait, c'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'il manque à mon sens des aides pour vraiment soutenir dans la durée. Mais ça rejoint effectivement tous les métiers d'indépendants, tous des métiers qui ont des coûts
fixes, qui ont des emprunts à faire pour l'achat de matériel, d'infrastructures. On a une question dans le chat, peut-être un peu naïve, dit Jamie. Je ne peux absolument pas en juger de la naïveté de la question. Savoir qu'on est suivi et étudié dans un cadre de recherche, est-ce que ça a pu influencer leur choix de rester ou partir ou le temps qu'ils ont tenu? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est pas du tout naïf, je pense. Non. Alors c'est intéressant parce que donc il faut savoir que cette recherche-là avec ces 10 animaculteurs, mais ils étaient plus nombreux, mais dans le cadre de l'ouvrage en fait, je fais 10 portraits. Mais pour la quinzaine de limaculteurs avec lesquels j'ai travaillé, c'est un projet de recherche qui a été financé donc, par un organisme qui s'appelle Innoveris, qui finance la recherche dans la région bruxelloise. Et c'est un projet qui va dans la catégorie de ce qu'on appelle les recherches actions participatives. Donc, les agriculteurs qui se lançaient sur ces espaces tests savaient qu'ils allaient devoir contribuer également à la recherche. Alors comment? Notamment en prenant des notes de relevé au niveau de la production, de différentes actions techniques agricoles, mais aussi en participant à des sessions où on mettait des outils en place pour accompagner le suivi, etc. Alors je pense que c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ce qui s'est avéré intéressant, c'est que surtout le volet technique agricole est noté, enfin voilà, c'est finalement déjà assez bien recensé par les ingénieurs agronomes. Donc on n'avait pas de grandes nouveautés, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui est rentable, sur quelle superficie on peut aller, etc. De multiplier en fait la diversité de produits de niche, des choses comme ça. Donc voilà, au niveau du business plan, sur le plan agronomique, mais sur le plan économique, etc., on n'a pas tant que ça eu des révolutions, mais ce qui était intéressant de voir, c'était sur le plan humain, le fait qu'on avait ponctuellement des rencontres pour travailler sur ce qui était compliqué dans les phases d'installation et qu'on combinait, on a créé un outil qui s'appelle la boussole de viabilité, où on prenait en compte pas seulement la viabilité économique, mais aussi la viabilité sur le plan physique. En fait, c'est un métier qui demande extrêmement d'investissement physique, où on travaille de nombreuses heures pendant les périodes d'été, de semis au printemps, etc., et des récoltes, etc. Donc, beaucoup de travail physique, il faut pouvoir tenir familialement, donc on est peu présent si on a une famille ou on est en couple, souvent aussi soutien financier ou de main-d'œuvre aussi des proches, etc. Donc comprendre en fait tout le volet humain et le fait de s'attabler, de s'attarder, de se poser avec eux et de parler de ces difficultés-là, eh bien c'était extrêmement intéressant de voir l'engouement que ça crée. C'est-à-dire qu'ils se rendaient compte qu'en fait il y a notamment des concessions qui se sont mis petit à petit à reconnaître, dont ils se sont mis à reconnaître la nécessité grâce à ces moments c'est pas de l'intervision, mais de réflexion collective. C'est-à-dire où ces agriculteurs-là étaient vraiment considérés comme des chercheurs, bon, ils n'avaient pas la casquette de chercheur, mais en tout cas participants à la recherche. Et le fait de pouvoir faire ces topos, de se dire, mais en fait, c'est vrai que là, je suis vraiment en train de me cramer. Donc, il faut que je fasse des concessions, notamment sur tel plan, sur telle technique, où ils s'étaient investis de manière très radicale, par exemple dans ce qu'on appelle le sol vivant, etc., certaines techniques agricoles. On disait, mais en fait, je vais faire quelques concessions parce qu'en fait, il faut que je tienne sur la longueur. Et donc, voilà, c'est effectivement le fait d'être engagé dans un processus de recherche, eh bien, amène à pouvoir faire des choix, amène à se mettre en réflexion par rapport à ses propres pratiques, vu que c'est les méthodes avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire d'être en une réflexion collective, quoi. Et ça, c'est un élément qu'on voit, et j'avais même pas, alors que j'ai remarqué, et qui est effectivement fou, c'est le nombre, dans les 10 portraits donc, mais le nombre qui évoque au moins le fait d'avoir à un moment donné réduit le temps de travail ou quelque chose par rapport au corps. Il y a quelque chose de l'ordre de la fracture du corps qui est, je trouve, assez saisissant à chaque fois que, donc dans ce que j'ai lu notamment, c'est quelque chose qui est toujours assez saisissant. Et quand j'imagine donc Marlo ce qu'elle voit sur le terrain, parce que
toi, finalement, on a vu beaucoup de personnes qui avaient parfois un passé derrière eux, mais qui souvent quand même avaient, avaient moins de 50 ans pour la plupart. Mhm. Quand, quand on voit Marlo, pour avoir discuté avec elle, elle tombe sur beaucoup qui ont plus, voire bien plus. Enfin, comment on tient, c'est la question tout Mhm. simplement. Et je ne sais pas, dans les moments où tu as travaillé avec des agriculteurs conventionnels, on va dire, je ne sais pas exactement si c'est le terme. Oui, c'est ça. Euh, Comment est-ce qu'on tient à cet âge-là? Parce que si je prends moi, je me vois bien le jour où j'aurai 64 ans en France, 67 ans en Belgique, ça va. J'ai l'impression que ça ira. Eux, quand on entend et quand on lit, on voit pas comment ça ira. Je sais pas. Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question, la question de la viabilité physique, en fait, hein, est-ce qu'on peut Hmm. tenir sur le long terme? Alors, ici, on parle spécifiquement des limaculteurs maraîchers. Le maraîchage, parce qu'on fait du maraîchage sur petite surface, mais ça demande effectivement beaucoup le corps est extrêmement voué. Il y a très peu de machinisation, en fait, il y a très peu de mécanisation, donc il y a des petits outils parce qu'il y a aussi une réflexion sur comment utiliser de l'outillage qui soit pas, qui nécessite pas, qui soit Sans, usage d'essence, etc. Mais c'est le paradoxe aussi parce que c'est aussi des personnes qui font le choix souvent de ces métiers-là parce que c'est des métiers qui se pratiquent à l'extérieur, où il y a un retour des mains dans la terre, etc., etc. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre à la fois l'effort physique fourni, le bien-être que ça va procurer d'être en extérieur. Certains m'ont dit, mais vraiment, pour rien au monde, même si j'arrête cette activité, je ne regrette cette passage-là, dans ce métier-là, parce que ça m'a permis certains ont eu un burn-out et puis sont lancés dans l'agriculture parce qu'en fait, ça leur a permis d'être en contact avec les éléments et de se relancer. Mais voilà, pour d'autres, effectivement, malgré le fait, dans ces portraits, il y a notamment Nathalie qui était une ancienne infirmière et qui donc physiquement était très éprouvée aussi, mais qui va se relancer, qui va se lancer dans l'agriculture. Et donc le corps est autrement éprouvé, ou Jean-Philippe qui était cuisinier, donc des horaires très 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 compliqués aussi. Et donc c'est des personnes qui vont aussi certains trouver un équilibre. Donc il ne faut pas non plus dire que voilà, il y a certains vont craquer sur le plan physique, d'autres vont s'y retrouver. Donc voilà, c'est aussi avec toute une réflexion qu'il y a aujourd'hui sur l'outillage, l'ergonomie des outils. Quand on fait des gestes répétitifs, comment est-ce que des outils peuvent être mieux adaptés à des physiques aussi de femmes qui sont voilà, il y a un peu de tout, mais c'est comment est-ce qu'on peut effectivement repenser l'ergonomie du travail pour pouvoir tenir dans la durée. Là où tu évoquais, les conventionnels travaillent sur des plus grandes superficies qui souvent recourent à de la lourde mécanisation, notamment avec retracteurs, etc. etc. C'est ce que semble dire Marmelo. Hein. Pour les anciennes générations, la mécanisation était une révolution pour la durabilité de leur effort. Le maraîchage est très peu mécanisé et beaucoup plus impactant pour le corps. Tout à fait. Ok, donc il y a vraiment une différenciation, alors que moi je ne connaissais pas du tout, encore une fois. Ce qui est intéressant à savoir, si vous voulez retourner à la terre mais ne pas faire trop d'efforts, il faut bien choisir. De manière générale, les agriculteurs qui arrêtent rapidement leur activité sont des personnes non issues des nimaculteurs, non issus du milieu agricole, qui ont fait une activité accessible, donc maraîchage ou petits ruminants, qui n'avaient pas mesuré la nécessité de prendre en compte la charge physique et mentale. Tout à fait. Est-ce que ça, tu l'as observé quand tu étais sur le terrain avec des personnes qui n'étaient pas mariées, donc qui n'étaient pas dans le maraîchage? Est-ce qu'effectivement, ils s'arrêtent moins? Enfin, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire que la plupart des limaculteurs vont se lancer dans le maraîchage ou sur du petit élevage. Pourquoi? Parce que ça demande peu d'outillage, ça demande moins d'investissement financier. Donc c'est ce qui finalement est accessible. Et c'est ce qui rejoint aussi souvent un certain idéal de retour à la terre, un idéal proche de la terre, etc. Et donc ça correspond. Voilà, c'est ce qui se rejoint. Maintenant, je rejoins tout à fait ce que dit Marlo, c'est-à-dire que quand on n'est pas issu du milieu agricole, connaître ce que ça va avoir comme impact au quotidien de soigner des bêtes, de faire la traite ou faire
enfin voilà, tout ce que le bétail nécessite dans l'élevage ou pour l'agriculture, ben, ça veut dire très peu de congés, beaucoup d'heures de travail. C'est très aliénant en fait, c'est très contraignant comme travail. Et donc effectivement, il peut y avoir un idéal sur papier, un idéal auquel on veut tendre, mais y répondre des années durant, ben, en fait, c'est compliqué quoi, s'y tenir. Et la charge mentale, je trouve ça intéressant, parce qu'il n'y a pas que la charge physique, mais la charge mentale, c'est des métiers qui demandent d'être fort à plein d'endroits. Ça veut dire que c'est pas seulement prendre soin des bêtes, c'est pas seulement, mais c'est aussi veiller à l'écoulement, à la production, que ce soit du fromage ou du lait, à la transformation, et donc avoir des clients, aller faire des marchés. Voilà, c'est tout ça qu'il faut anticiper. Et donc c'est énormément de compétences en fait. C'est un gros sujet, ça, et qui est finalement peu évoqué alors que la situation est catastrophique. La santé mentale des agriculteurs, c'est assez peu évoqué, alors que je ne sais pas si toi, à quel point tu as pu y toucher sur le terrain. C'est un des secteurs dans lequel il y a un taux de suicide important. Donc, on va retrouver plus chez les conventionnels, c'est-à-dire un taux de suicide parce qu'en fait, il faut problème de dette notamment. Quand on parlait il faut produire des grands rendements, donc on va avoir des grandes infrastructures, des grands hangars, des grandes machines, mais qui demandent à s'endetter. Et si, pour peu que la rentabilité est compliquée en fait, et donc du coup, certains vont malheureusement mettre fin à leur activité ou parfois à leur fin de leur jour. Mais donc la santé mentale est extrêmement fragile. Et sans compter, là, je voudrais quand même faire un petit point d'honneur à parler des femmes, des agricultrices. Donc on n'a pas... je sais pas, parler en écriture, on parlait inclusif, c'est plus compliqué à l'oralité. Mais les agricultrices on parlait de santé mentale, sont aussi souvent, alors c'est seulement très récemment qu'elles ont acquis un statut complet, c'est-à-dire qu'elles ont leurs droits, qu'elles peuvent être chefs d'exploitation, etc. Ça fait une vingtaine d'années seulement. Il faut savoir qu'en 96 seulement le terme agricultrice est apparu dans le Larousse, dans le petit Larousse. D'accord. Donc c'est très tard. Et donc ces femmes étaient souvent considérées comme des femmes la mère donc des femmes qui vivaient dans l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture de couple, une agriculture de famille, c'est-à-dire où à la fois sont entremêlées la relation familiale et la relation d'affaires. Et donc du coup, dans lequel il y a une vraie cogestion, mais où souvent, et avec la mécanisation, ce qu'on a pu observer, c'est que la plupart des femmes sont reléguées aux tâches domestiques, là où l'homme va se retrouver à l'extérieur sous les tâches au champ, les femmes vont se retrouver dans la transformation, dans la vente à la ferme, les tâches domestiques et familiales. Et donc il y a une vraie invisibilisation des femmes dans les milieux agricoles, même si aujourd'hui certaines prennent leur place dans ce qu'on appelle les syndicats ou autres associations agricoles, mais généralement c'est des milieux qui sont surtout et encore très fort masculins. Alors on va revenir sur le sujet parce qu'effectivement je pense que la question donc, du genre et de la femme, on n'en parle que très peu en lien à l'agriculture, alors qu'effectivement, notamment dans le maraîchage, dans ton livre, on voit quand même plusieurs portraits de femmes. Mais on reprend juste ce que dit Marmelot pour aller plus loin. J'entends de plus en plus de personnes d'environ 40 ans dire qu'ils pousseront leurs enfants à ne pas reprendre la ferme familiale. C'est la première génération où on voit ça, plutôt en lien avec la charge mentale. C'est quelque chose... Toi, c'est quelque chose que tu as vu ou pas Je vois les deux, mais c'est intéressant. Donc, c'est précisément au cœur des recherches que je fais maintenant. C'est effectivement la question de transmission. Au-delà des espaces, des exploitations, des fermes, c'est aussi la transmission des modèles agricoles. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui... certains parents, là où c'était une évidence les générations précédentes, de dire mais en fait je remettrai ma ferme au fils ou peut-être si une fille, enfin bref, voilà, on remettait la ferme, elle passait de main de génération en génération. Aujourd'hui, certains parents qui effectivement disent non, moi je ne transmettrai surtout pas parce que c'est transmettre la charge mentale, c'est transmettre les dettes, on transmet tout. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la transmission. Une fois que la ferme se transmet, c'est aussi comment est-ce que les parents restent dans le spectre de la ferme, même s'ils ont fait une cessation de droit, c'est-à-dire qu'ils ont dégué l'activité et que leur enfant est devenu exploitant de la ferme, il se fait que la ferme reste, il y a comme un endettement sur la culture de ce qui a été pratiqué. Et donc souvent, les enfants vont continuer à pratiquer l'agriculture de papa.
Donc comment papa, le modèle de papa. Et papa, s'il a bien cédé l'activité, ben souvent il vient voir comment les choses se passent. Et donc soit c'est des parents qui ont été soutenants, je dis papa parce que c'est souvent le papa qui est cité, même si la mère était là en filigrane. Mais soit les parents viennent physiquement, ils peuvent ou pas, mais vont soutenir éventuellement à ce que le modèle puisse changer, qu'il puisse avoir l'évolution. L'agriculture ne cesse d'évoluer, bien sûr, hein, mais soit il va surtout veiller à ce que ce soit fait comme on l'a toujours fait. Et donc ça peut être tout à fait aussi handicapant dans l'entreprise de quelque chose de renouveau en agriculture. Le fait de céder une activité, on ne cède pas seulement la matérialité, on va aussi céder l'affect, on va céder aussi des modèles culturels et culturels en fait. Et je reviens sur la question, je suis désolé, hein, j'ai tellement de choses en tête que tu me connais, tu sais que j'ai tendance à partir comme ça. Et eux, ils me connaissent, ils savent que je fais ça aussi. Moi, je vais partir donc sur la question du genre, mais pas des agricultrices. C'est est-ce que toi, il y a eu une difficulté, notamment le fait d'être donc, je ne sais pas comment dire, mais d'être une femme, est-ce que ça a pu poser difficulté sur le terrain? Parce que je sais que Marmelot, ça lui est arrivé. Mais heureusement, elle a un caractère qui lui a permis de s'affirmer. Est-ce que toi, ça a pu être une difficulté sur le terrain parfois? Oui, alors c'est toute l'astuce de comment faire des difficultés une opportunité, moi je dirais. Quand tu évoques ça, il me vient en tête, j'ai pas mal participé, observé, papoté avec des gens qui faisaient des manifestations, les grandes manifestations agricoles l'hiver passé, où des files, des kilomètres de tracteurs venaient jusqu'au Bruxelles, hein, au centre de la Commission européenne, pour revendiquer notamment face aux politiques, aux politiques qui allaient se faire au sujet du Mercosur et autres. Et moi, là-dedans, je me souviens d'une journée en particulier où il se fait que j'avais une défense de thèse l'après-midi et du coup, je devais être un peu sapée pour être dans une réunion très formelle. Et le matin, j'allais au manif. Et donc, du coup, j'avais pas le temps de rentrer chez moi. Donc, j'étais avec mon vélo, parce que j'ai un petit vélo pliable qui me permet de faire des allers-retours en train, en transport facilement. Et donc, j'étais avec mon vélo et je me suis fait interpeller par certains agriculteurs qui me regardaient et qui me disaient mais toi là, chiche que tu roules souvent sans la selle. Donc, sans la selle de mon vélo, hein, sans sous-entendre. Et donc, je me suis dit, soit je m'offusque et je me barre, soit je prends cette boutade et cette au bon. Et donc c'est ce que j'ai fait là. Je n'ai pas toujours le ressort, mais là en tout cas je me dis je vais en rire avec lui. Et donc je lui ai dit je t'en parle si tu m'offres une bière. Et donc du coup il était là, il était 10h du matin, lui m'offre parce qu'ils étaient tous en train de picoler. Donc je me suis unie avec eux et on a commencé à picoler, à discuter. Et donc c'était du fait de jouer, en fait je suis une femme, je suis pas issue du milieu agricole moi-même, il faut quand même que je le dise. Je peux vraiment me dire je suis apprenante en fait, pas parce que je suis une femme mais parce que je suis pas du milieu agricole. Et donc ma naïveté ma naïveté est plutôt parce que je suis pas issue du milieu agricole, mais parce que je suis une femme, je pouvais rire de faire des bêtes blagues, mais je vais quand même avoir de la répartie et pouvoir tirer parti de ça. Et donc finalement c'est un agriculteur avec qui je suis encore en lien aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et que voilà, c'est un milieu qui reste grandement patriarcal. Un autre agriculteur avec qui je discutais lors de ces manifestations, je lui ai demandé, parce que j'ai dit tiens, mais vous êtes là avec votre voisin, est-ce que votre femme travaille aussi sur l'exploitation, etc. Et donc il explique oui, ma femme c'était une ferme laitière. Il dit ma femme elle s'occupe des produits de transformation, donc elle fait des glaces, etc. À la ferme. Et son voisin qui dit justement comme ça elle s'occupe. Hein. Donc voilà, laissant sous-entendre que les petits travaux de transformation de ce que fait la femme, c'était juste de l'occupationnel, alors que eux font finalement le gros œuvre de la ferme. Et ce qui, ma foi, est parfois faux, parce que c'est parfois les produits de transformation, de vente à la ferme, qui permettent justement à ce qu'il y ait une certaine viabilité économique. Donc c'était prendre de haut ce que la jante féminine pratique. Je vais revenir du coup, là, on va revenir un peu sur la discussion. Marmelot, je te laisse me dire, est-ce que tu as déjà travaillé
avec des anthropologues. Euh, et moi, ça ne compte pas parce qu'on était une fois ensemble et tu étais le sujet, mais pour d'autres choses. Donc moi, ça ne compte pas. Mais est-ce que tu as déjà travaillé avec des anthropologues? Et toi, as-tu déjà travaillé donc, mis à part sur le projet de maraîchage, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé avec des ingénieurs agronomes. Est-ce que ça t'est arrivé sur d'autres moments? Et comment ça se passe un peu la rencontre, je dirais, entre, pas deux mondes, mais deux univers scientifiques? Comment ça se passe? Comment vous collaborez un peu? Ça serait ça ma question. Tant que Marlo, j'imagine, va écrire dans le chat, je vais me permettre de répondre. En fait, ça se passe pas toujours bien, quand même. Pour être honnête. Je suis pas surpris. Pour avoir monté le projet là, sur les questions de maraîchage, là, ça c'était très différent parce qu'on a vraiment été dans le montage ensemble, que c'était un projet sur la durée, sur lequel j'ai vraiment pu... je crois que j'étais la personne la plus outillée en matière de recherche, donc il y avait quand même, j'avais une certaine assise. J'étais plus senior en termes de chercheuse, j'étais en postdoc, mais j'étais donc voilà, donc ça a pu, je pense, jouer dans mon sens et dans la respectabilité des recherches et de la rigueur du travail que j'opérais. Maintenant, dans les projets de recherche que j'ai aujourd'hui, notamment avec des agronomes, je ne vais pas citer ces universités ici, mais sur des projets de recherche, ce qu'on appelle des PRD, des projets de recherche et développement, avec des pays du Sud. Si jamais l'université est française... Non, parce que j'aurais une question à propos d'une université française où j'ai vu que tu étais en lien. Ah oui, peut-être, mais on verra plus tard. Ouais. Mais en tout cas, peu importe les universités, mais ce qu'il y a, c'est que je pense à deux projets en particulier avec des agronomes qui, dans beaucoup de projets, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes familier au milieu de la recherche universitaire, mais au milieu de la recherche de manière générale, beaucoup de projets de grosse envergure sont des projets qui sont des projets interdisciplinaires, doivent inclure des sciences humaines et sociales. Et donc, comme moi j'ai déjà pratiqué de la recherche avec des agronomes, et certains le savent et viennent me chercher, et à la fois, on peut avoir l'ego qui s'émoustille, verra encore. Mais c'est aussi parfois d'une certaine façon pour boucher les trous. Enfin, boucher les trous, je caricature, mais on a l'anthropologue de service, quoi. On a la personne en sciences humaines. Et donc, qui fera des entretiens, qui fera un peu de qualitatif, et puis voilà, on aura fait le job. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est le dialogue, en fait, qui souvent manque. Et on a un cas d'une recherche ici avec une collègue en Amérique latine où on travaille sur la yucca, donc le manioc. Et donc on travaille avec des agronomes généticiens qui travaillent sur des variétés de manioc pour qu'elles soient les plus robustes, les plus résilientes aujourd'hui, et donc pour la production locale. Mais ce qui nous est... et nous, on veut travailler sur le vol anthropologique pour comprendre, mais qui mange le manioc? Quelles sont les pratiques de consommation en fait, du manioc? Parce que si on veut valoriser et appuyer la production, il faut aussi voir quelles en sont les consommations et à quelle fin. Or, on se rend compte que dans ce pays-là, c'est un pays qui produit, le manioc peut être consommé au quotidien, enfin, de manière dans ses propres repas, mais ça peut être aussi utilisé donc, comme poudre pour les médicaments, la production médicamenteuse. Or, dans ce pays-là météo-américain, il se fait que dans la production de médicaments, de cette poudre de manioc, ce poudre de manioc est importé d'Asie et ne vient pas localement, et que localement, il y a une consommation, il y a peu d'engouement par rapport à la consommation de manioc, dans la région étudiée en tout cas. Mais que le manioc se produit, et entre autres produits, parce que ça permet d'opérer une sorte de... Je vais être caricatural maintenant, mais ça, c'est quand même le phénomène. Permet une sorte de blanchiment de la production de la cocaïne, qui est légale pour une certaine production, mais si on ne peut pas être en excédentaire. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est les motivations des gens dans le... Alors, je ne sais pas qui c'est. Et je ne dirai pas le nom. Voilà, parfois on a des surprises un petit peu sur le chat. Oula.
Oui, merci. Quand je dis que la police, elle est efficace, je pense que tu pouvais time out et supprimer le chat, ça suffisait, mais voilà, parce que je suis suspicieux plus qu'autre chose. Mais voilà, Jamie a supprimé le message. Maintenant, si la personne en fait était une vraie personne, elle m'enverra un message pour me confirmer. Mais Ok. voilà, ça arrive à tous les lives. C'est souvent des. Le message n'était pas. Bah, le message n'était pas problématique. Maintenant, c'est le nom. Oui, qui était un peu douteux. Le nom est douteux et ça arrive tellement souvent. C'est souvent via les noms qu'on détecte. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, Frauduleux. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'aurais mis plus un avertissement. Mais voilà, Jamie Black est une police un petit peu rigoriste. Si jamais, pour la personne qui vient donc d'avoir un ban levé, si jamais tu n'es pas un bot et c'était pas du troll, il n'y a pas de problème. Désolé, mais c'est juste, il faut faire attention. Ah, ok, je n'ai pas du tout les références Naruto. Bien sûr. Voilà. Eh ben, désolé. C'est un réflexe qu'a Jamie. Bah, merci du coup. Merci du coup de passer. Voilà, on peut reprendre. Désolé de cette petite interruption. Pas de souci, pas de souci. Voilà. Non, mais c'est très gentil. On comprend, c'est très gentil à toi. Mais il faut comprendre. Voilà, c'est un monde un peu spécial où il faut toujours être on est toujours un peu méfiant parce que donc on ne voit pas les personnes et le nombre de bots en fait qu'il y a. Il y a différents types de bots. Très souvent, la plupart qu'on a, Jamie me confirmera. Là, c'est nous qui enseignons un petit peu à Julie. Oui, parce que En moi je suis. En fait, la plupart des bots qu'on a, c'est les bots qui nous proposent d'acheter des viewers. Donc il y en a qui utilisent ça pour monter dans les algorithmes. Et bon, bah nous, ça, on banne direct. Et il y a les bots à caractère sexuel qui existent, qui viennent dans les chats de n'importe qui. C'est pour mettre des liens vers des sites pirates, en fait. Et alors, on n'en a pas trop eu, je crois, nous. J'en ai banni une fois un. Mais voilà, les noms nous font souvent un petit peu être méfiants. Parce que c'est souvent via le pseudo qu'on détecte si c'est un bot. Et là, le pseudo me paraissait à la fois spécial et en même temps pas écrit d'une manière d'un bot. Donc c'est pour ça que j'avais un doute. Mais voilà, ça arrive. Ça arrive. Du coup, je ne sais plus si tu sais où nous en étions. Nous parlions des ingénieurs agronomes. Ta question était est-ce que je collaborais. Et donc autant je trouve que c'est très précieux de dialoguer, mais autant il faut savoir que la recherche en sciences humaines et sociales est tout à fait sous-financée par rapport aux recherches en sciences et techniques. Et donc du coup, voilà, déjà c'est un fait. Et que deuxièmement, je trouve que quand on est associé, moi quand je suis associée à des projets de recherche, je trouve que si c'est des projets interdisciplinaires, le tout c'est intéressant de pouvoir dialoguer nos disciplines ensemble. Et voilà, après, il y a des partenariats plus fructueux que d'autres, mais voilà, je trouve que on a autant à apporter, autant en impact scientifique, d'impact sociétaux que d'autres disciplines, quoi. Et dans un sens, je ne sais pas si ça rentre dans ces projets interdisciplinaires, mais j'ai noté donc que tu étais dans un projet de recherche ANR Bioculturalis. Ah oui, j'ai été. Ah, tu étais. Oui, ça fait longtemps que j'ai terminé ce projet. Donc avec l'unité de Grenoble. Alors, forcément, en fait, je viens de l'Ardèche et la Drôme. C'est géré par l'université de Grenoble au niveau scolaire. Ah oui. Et donc, la plupart des personnes qui sont dans ce chat, il y a Jamie, je ne sais pas si Et est présent. Et, c'est quelqu'un qui, pareil, vient de Drôme. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui viennent de ce coin-là, donc un petit peu pour leur faire une sorte de big up.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'était ce projet? Ou si Oui, c'était ça juste remonte, un... oui, non, ça remonte loin, mais c'était un petit partenariat, donc c'était sur une aire sur comment sur le plan, c'était une réflexion à la fois anthropo et de juriste aussi, sur voir comment en Amérique latine, dans les régions couvertes par l'Amazonie, comment est-ce qu'il y avait une pluralité juridique, comme on dit, dans le rapport aux éléments, aux vivants en fait, aux vivants plus qu'humains, autres que humains. Et donc voir comment en fait il y a les référents juridiques sur le plan des constitutions nationales, il peut y avoir des référents internationaux, mais aussi sur le plan des ethnies locales, comment est-ce que sur le plan juridique on valorise, on prend soin des êtres. Et donc du coup voilà, c'était une réflexion de cet ordre-là, à gros traits quoi. D'accord. Alors, je n'ai pas lu que ton livre sur le maraîchage, bien sûr, j'ai lu d'autres articles pour préparer ça. Et il y a une question que je te pose à toi, mais que je pose aussi à Marmelo. Je ne sais pas si Marmelo, je sais qu'elle devait partir à un moment, donc elle est peut-être plus là. Ouais. Mais si elle est là, je lui pose aussi la question. Quand je lis ton texte vers une transition agricole de nos agricultures en Europe, alors du moins le collectif dans lequel tu as participé, voilà, et là jusque 15 heures. Donc encore 15 minutes. De toute façon, je pense qu'on s'arrêtera à peu près en même temps. Ok, très bien. Vous parlez de l'arrogance européenne qui s'abstient de reconnaître que ce sont les modes de vie occidentaux qui sont à l'origine du désastre environnemental. Donc moi, ça me fait poser effectivement une question avec laquelle j'ai un peu grandi, parce qu'en plus, Ardèche, c'est Pierre Rabhi. Ça me fait poser la question de la décroissance et comment finalement cette limite qui semble à ne pas atteindre, quand on écoute la politique de seconde, à aucun moment ça semble, c'est même dans la discussion, et les quelques-uns qui l'ont mis dans la discussion sont passés pour des fous. Mais en même temps, quand je te lis, une des réflexions que j'ai, c'est à quel moment en fait on pourra sortir de l'urgence climatique dans laquelle on est, et même au niveau de la production et de la consommation, enfin même avant tout pour des questions de consommation. Comment on pourra sortir de cette urgence climatique selon toi sans passer par là? Je ne sais pas, c'est une question extrêmement large. Sans passer par cette décroissance. C'est une question extrêmement large et où sans doute on n'arrivera pas à y répondre parce que justement beaucoup s'inquiètent, mais j'aimerais avoir un peu ton sentiment ou les éléments que tu as pu avoir un petit peu dans tes études autour de ces questions. Oui, alors d'abord je voudrais préciser l'arrogance européenne dont je parle là, c'est parce que avec ce fameux Green Deal qui a été mis sur la table en 2021 par l'Europe, l'idée c'est le pacte vert, le Green Deal, c'est notamment qui a été annoncé par Ursula von der Leyen et le commissaire européen pour le Green Deal qui était Frans Timmermans à l'époque, c'était de faire en sorte que l'Europe soit le premier continent neutre en carbone. Et donc c'est en ça que je me disais en disant mais en fait il y a une certaine arrogance européenne, disant mais en fait on est parmi les premiers consommateurs et les producteurs de CO2, donc c'est tout le paradoxe de dire on veut faire le meilleur, on veut être les bons élèves, mais à côté de ça nous on a cramé depuis combien de temps, et voilà, comparativement si on compare sur le plan sciencieux, si on compare le continent avec le continent africain ou latino-américain, c'est une vaste blague. Donc, comment est-ce qu'on peut se donner, nous, l'étiquette de bon élève? Voilà, c'est un peu ça là-dessus que je veux dire. Bon, ce qui ne veut pas dire que les intentions de Green Deal ne sont pas inintéressantes. Hein. Là, je pense, et je te rassure, je pense que sur le chat, globalement, c'est des personnes qui seront en accord. Pour en connaître un certain nombre, je pense que la plupart, ils seront en accord avec cet aspect. Donc sur ça, je rassure, il n'y a pas trop de problème. Et alors, à revenir à ta question, moi je pense que la décroissance, en fait, j'ai l'impression, je vais peut-être un tantinet pessimiste, mais je pense que changer nos modes de vie, c'est compliqué en fait, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et donc, soit
ben, il y a une prise de conscience qui va s'opérer petit à petit, qui, voilà, et qui nous amènera à modifier nos pratiques alimentaires et autres. Mais moi, je pense que voilà, je crains que ce soit des événements plus malheureux, compliqués, comme la Covid ou comme certaines pénuries, ou, voilà, qui nous poussent à opérer des changements plus radicaux. Moi, je crois qu'au final, si les politiques ne prennent pas les devants, eh bien, c'est un peu ça auquel on va être confronté, en fait. Et donc, c'est pas un catastrophisme, je ne veux pas être prophète de mauvais augure, mais plutôt dire, voilà, c'est une sorte de catastrophisme éclairé, de se dire, mais en fait, tenons prêts, préparons-nous à renverser la bascule, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, des petites alternatives, des niches, beaucoup, mais qui en fait s'essoufflent. Et donc je pense qu'il faut vraiment un coup de fouet plus radical, et soit des décisions politiques profondes, soit effectivement des événements externes. Donc Mamelot réagit, ça rejoint ce que j'abordais tout à l'heure sur la nécessité d'aller mettre des engagements politiques sur les modes de production et de consommation plus vertueuses. Sans ça, il n'est pas possible d'engager la transition écologique et la lutte contre le changement climatique. La politique peut et doit se faire à tous les niveaux, du local au mondial. Tout à fait. Et moi, j'ai une petite question là. Là, je suis sûr qu'elle est naïve. C'est pas vraiment un débat qui existe, mais on entend des gens qui disent je cherche à consommer local. Il y a des gens qui cherchent qui disent je cherche à consommer bio. Consommer les deux, c'est finalement extrêmement compliqué. C'est comment, selon toi, pour ceux qui voudraient essayer de changer les modes de consommation, qui voudraient essayer de diminuer leur impact carbone, comment est-ce que tu leur conseillerais d'agir? Est-ce que c'est plutôt privilégier le local et aller vers le bio ensuite? C'est extrêmement naïf, et je pense que tu n'es pas... Enfin, je ne t'érige pas en grand ponte, mais tu t'y connais plus que moi. Et pour quelqu'un comme moi, imaginons qu'il veut faire et je veux faire des pas, et je pense qu'il y en a d'autres dans le chat, par quoi commencer, entre guillemets, dans nos modes de consommation? Je trouve, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé avec la Covid, en tout cas en Belgique. Il y a eu un engouement pour les paniers bio, il y a un engouement pour les achats à la ferme, donc soutenir les petites exploitations, soutenir l'agriculture locale, etc. Et donc, qu'est-ce que ça donne à penser? C'est que les gens avaient un peu plus de temps. Ils étaient dégagés à beaucoup d'activités qui ont été supprimées, donc les gens... Et puis il y a des gens qui avaient très peur d'aller dans le supermarché pour se choper le virus, et donc du coup, les gens ont privilégié le local. Et donc, pour des raisons X ou Y, peu importe les motivations, en tout cas, il y a eu pendant un certain temps un régulage vers la consommation plus locale. Mais il se fait que très vite, quand les activités ont pu reprendre à la normale, on va dire, eh bien en fait, c'est des comportements qui n'ont pas perduré. Donc, moi je pense qu'un des gros soucis aujourd'hui, c'est nos rythmes de vie qui nous permettent de consacrer peu ou pas suffisamment, c'est un jugement de valeur, mais en tout cas un temps peu conséquent à pouvoir aller dans des endroits où on va pas acheter, comme dans les supermarchés, on peut tout retrouver. C'est-à-dire que si je vais chez un producteur ou une coopérative de producteurs, je vais peut-être pas trouver du PQ, je vais peut-être pas tout trouver, mais je vais trouver certains ingrédients, aliments, etc. Et il me faudra aller dans une deuxième enseigne, là peut-être une grande enseigne, ou voilà, voir. En fait, l'idée c'est que moi je pense qu'il faut du temps pour ça. Et puis aussi c'est comment valoriser, quand on valorise le circuit court, si on va vers des lieux qui de vente du circuit court, c'est aussi, on valorise du lien en fait, c'est ça qui est intéressant. On valorise certaines pratiques, certaines professions, mais on valorise des endroits où on va retrouver les gens. Peut-être parfois, il se fait que dans les lieux où il y a les paniers bio, où on fait de l'autocueillette, en fait, on rencontre les gens du coin. Et donc, ce qui est aussi un grand mal d'aujourd'hui, aussi il y a le mal de la malbouffe et autres, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont profondément isolés. Et la ruralité, c'est aussi des espaces potentiels de rencontre, notamment autour de l'alimentation. Et donc, le produire local,
disais produire local et produire bio. La consommation bio, c'est évidemment pas la même chose. Si on va au supermarché, je ne vais pas nommer de grandes enseignes, mais le bio de supermarché, c'est du bio industriel. Donc bio, c'est du bio intensif, qui n'est pas du tout du bio qui soutient des petits producteurs. J'ai l'impression que c'est un peu, je ne sais pas si c'est ce vers quoi va Marmelot. Attention, local et bio ne veulent pas dire vertueux. Limiter le transport par local est une très bonne chose, mais un mauvais bio peut avoir un impact environnemental plus important qu'un bon conventionnel. Tout à fait d'accord, éviter les intermédiaires et directement au producteur et manger de saison. Ça, je sais que c'est notamment ce que Marmelot a essayé de beaucoup m'inculquer et ce à quoi j'essaye de m'atteler le plus pour l'instant, c'est déjà de manger de saison. Et je dois dire qu'il y a une difficulté que j'ai trouvée particulière quand je suis passé de Lyon à la Belgique, c'est vraiment sur la question de l'alimentation et notamment des légumes. Dès qu'on vient ici, les endives, les chicons pour toi et les endives pour le chat et les asperges, vous avez intérêt à aimer ça. Ou les choux, effectivement, c'est ce qui est intéressant à savoir. Alors, je ne suis pas une spécialiste de nutrition, mais c'est aussi que les légumes de saison correspondent souvent à ce dont nous avons besoin. Donc, le chou, qui est un légume qu'on va pouvoir retrouver fortement en hiver, les différents choux, c'est avec des apports de vitamine C importants. Et donc, du coup, c'est ce dont nous avons besoin pour traverser un hiver. Et donc, c'est aussi intéressant. Plus on se penche sur tout ça, sur la dimension santé, nutrition, consommation locale, voilà. Jamie, qui maintenant vit au Havre, dit qu'elle n'en peut plus des poireaux et des endives. Ouais. Mais c'est une vraie question. Ça, c'est un vrai question. Ou alors, on se lance dans des bocaux, on peut aussi faire des conserves, etc. Mais donc, ça demande effectivement une attention, une anticipation, ça demande du temps. Et donc voilà, c'est des choix et à la fois, c'est des savoir-faire qui peuvent bien sûr... Oui, j'adore la réplique de Marmelot, c'est dire ça tombe bien, c'est plus de saison, on écho aux poireaux et aux endives. Bon, tant mieux, parce que j'en ai marre un peu. Mais c'est vrai que ça a été, il n'y a pas longtemps, en regardant les informations, c'était quelque chose que je voyais comme ça, où il y avait des personnes qui étaient très engagées, les informations pêche, des personnes très engagées. C'est au moment où il y avait eu les premiers petits feux de forêt en Belgique et où on avait des pompiers qui étaient allés se former en France. Parce que forcément, nous, les feux de forêt, c'est tous les ans. Et il y en a qui étaient allés se former en France. Et ils avaient interrogé des climatologues et tout autour des questions de réchauffement climatique. Et qui me paraissait, c'était lunaire d'un point de vue de personnes plutôt du sud de la France, de voir des personnes qui disaient bientôt on va pouvoir produire des tomates et tout. Et je me disais, mais il y avait j'étais à la fois, il y avait un côté où on se dit la Belgique va pouvoir diversifier un petit peu sa production, notamment de légumes locaux, de légumes locaux, etc. Mais cet effet pervers finalement où ce bien vient pour une raison pas bien du tout, on va dire. On va utiliser des mots très bateaux, mais voilà, aux informations, c'était venu cette question de une personne qui était un climatologue, je crois justement, et qui disait bientôt vous allez pouvoir cultiver des tomates et tout. Et réjouissons-nous, c'est ça, dans cette perspective. C'était presque réjouissons-nous. Mais oui, mais en tout cas, ça c'est vrai que depuis que je vis en Belgique, c'est une vraie difficulté de se dire qu'est-ce que ici on produit. Et qu'est-ce que ici je peux, si je ne veux pas manger que de la viande, parce qu'il y a aussi cette question, la viande c'est... Mais donc si tu vas effectivement chez des maraîchers locaux, tu trouveras, et ils sont obligés d'inscrire, en général le font, qu'est-ce qui est de la charvente et qui vient de grossistes bio, donc... Très vite, tu en seras informé. Ce qui, depuis mon déménagement à Perouet, est quand même bien plus simple qu'à Louvain-la-Neuve. Parce que j'imagine que pour les étudiants à Louvain-la-Neuve, ça ne doit pas être si simple comme questionnement, parce que entre leurs questions économiques aussi, de transport, c'est finalement, on revient à ce que tu disais, que ça demande un investissement quand même particulier. De changer, Oui, d'interconnaissance, de connaître les lieux, souvent financier finalement, parce que ça coûte un peu plus cher de manger des produits qui sont produits dans des agricultures
plus écologique. Mais comme on mange plus local, ben, en fait, le circuit court enlève les intermédiaires aussi. Donc, il y a quand même c'est l'intérêt, c'est de réduire les intermédiaires, parce que plus on réduit les intermédiaires, moins on doit payer ces intermédiaires et le consommateur et l'acheteur. Donc voilà, mais il existe, hein, même à Louvain-la-Neuve, il y a des circuits, donc c'est l'idée de connaître le circuit et de pouvoir être proximité. Mais ouais, moi quand je t'entends, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se dessine. Alors, c'est peut-être aussi la posture d'anthropologue, mais par l'humain et le social avant tout, d'un chemin pour changer les consommations, changer les habitudes. C'est un peu, quand je t'entends, l'impression que ça donne, parce que les solutions qu'on entend beaucoup, elles sont très techniques ou elles sont très politisées, mais voilà, quand tu évoques le fait d'aller passer finalement un peu de temps à la ferme, et je me demande, est-ce que dans le cas des bénévoles, parce que tu as aussi croisé beaucoup de bénévoles, est-ce que c'est un chemin pour eux, entre guillemets, de se dire, pour aller mieux me nourrir, ou ils commencent par chercher à mieux se nourrir, et à la fin, ils font. Je ne sais pas si c'est un chemin que tu as pu croiser, mais... Non, pas souvent, parce que c'était une façon, quand on est bénévole, souvent de réaliser au fait que waouh, c'est beaucoup de travail, et qu'il y a certains qui ça convient bien, cette posture de dire, en fait, on me dit de faire les tâches, et moi j'exécute, et je suis un exécutant, et ça me convient très bien. Pour certains, ça va être effectivement la petite touche qui donne envie de se professionnaliser, mais c'est plus exceptionnel. Mais effectivement, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que, en tout cas du côté des nimaculteurs, c'est que si les conventionnels les pratiques professionnelles reposaient sur une main-d'œuvre familiale, de couple ou d'enfants, ou de famille, etc., aujourd'hui, les nimaculteurs reposent entre autres pas seulement sur du bénévolat, entre autres de proches, mais aussi de personnes qui sont des mangeurs inscrits dans les paniers bio ou des choses comme ça. Et donc il y a d'élargir un peu le cercle des dents proches, de ce qu'on appelle les dents proches. Des dents proches, c'est-à-dire aidants proches. Ah, des dents aidants proches. proches. Des aidants proches, ouais. D'accord. Alors, on va bientôt arriver à l'heure et demie. D'entretien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que déjà, est-ce que ça... Toi, je ne sais pas aussi quel est ton retour sur l'expérience d'être en direct comme ça. Est-ce que pour toi, finalement, c'est un peu spécial? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est pour toi? Et pendant ce temps-là, est-ce que si vous avez des questions dans le chat, vous n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, dites-moi si ça vous a plu. Mais est-ce que, voilà, moi j'aimerais bien quand même avoir un peu ton retour très honnête. Tu peux y aller sur cette expérience. Ben, merci à toi d'avoir préparé ça, parce que tu as fait ça avec beaucoup de sérieux, d'aller te mouiller dans mes lectures ou les réflexions que j'ai pu faire. J'avoue que je n'ai pas toujours tout compris. Chacun son champ d'expertise. Voilà. Et puis intéressant d'avoir les relances aussi dans le chat. Donc merci d'avoir suivi, d'avoir fait des commentaires ou des apports à la discussion. Donc merci de l'expérience. Bon, j'ai l'impression que le chat n'a pas trop de questions. Moi, je remercie tous ceux qui ont été là et Marmelot d'être intervenu et d'avoir ajouté une expertise que je n'ai pas du tout. Pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui ont pu être là qu'épisodiquement, il y aura le replay sera sur YouTube dans les prochains jours. Et alors, à toi, je te dis à plus tard, à peu près tous les jours, parce qu'on a tendance à se recroiser dans le laboratoire. Allez, et je vous dis à la prochaine, à vendredi pour ceux qui sont dans le chat, et ciao. Merci. Au revoir.